Donc, d'abord pour Ivado, donc merci pour l'invitation et pour l'organisation. Donc, Ivado, c'est un consortium interdisciplinaire et intersectoriel qui a été initialement créé et initié par l'Université de Montréal, maintenant qui réunit à la fois HEC Montréal, Polytechnique Montréal, l'Université McGill ainsi que l'Université de Laval. Et donc, oui, effectivement, la semaine dernière, ils ont été renouvelés pour 124 millions par le Fonds Apogée du Canada, avec la vocation de développer l'IA de demain. Alors, le premier projet Apogée était centré sur ce qu'ils appelaient l'intelligence numérique et avait une vocation à faire une transition dans la communauté, notamment au Québec, pour faciliter l'apprentissage, la recherche et le transfert technologique avec ces technologies numériques. Et là, ce nouveau volet, il est vraiment axé sur l'intelligence artificielle et notamment, donc le nom s'appelle IAR3, IAR au cube, pour intelligence artificielle responsable, robuste et résonante. Si vous voulez plus d'informations, je vous encourage à regarder leur site web. Vu qu'on n'a que 15 minutes, je vais passer à la présentation. Donc, comme Patricia Conrad vient de le dire, j'ai plusieurs casquettes. Donc, je suis professeur agrégé à l'Université de Montréal. Mon laboratoire est au CHU Sainte-Justine. Et j'ai aussi une casquette au MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Et la thématique principale sur laquelle je travaille, c'est la psychiatrie computationnelle et avec une convergence entre des approches issues de l'intelligence artificielle et des mathématiques pour faire de la médecine de précision, c'est-à-dire arriver à personnaliser les prises en charge en fonction de données qui proviennent aussi bien de téléphones intelligents que de séquençage génétique. Et de l'autre côté, ce que j'ai appelé la physiologie sociale, donc c'est le titre de mon laboratoire, mais la physiologie sociale, c'est essayer de justement faire le pont entre l'ancrage biologique de l'être humain et son incarnation dans un écosystème social avec ses interactions. Et donc pour la psychiatrie computationnelle, donc c'est un champ qui est assez récent, la psychiatrie computationnelle. Certains disent qu'il y a deux cultures, une culture qui est plutôt basée sur les données, une autre qui est plutôt basée sur les hypothèses. Avec mes collègues psychiatres français, on a fait une revue de littérature qui prône plus une troisième culture, qui intègre en plus de cet aspect hypothèse et données, tous les outils numériques en interface avec la réalité de terrain. Souvent, en fait, la psychiatrie computationnelle a été souvent critiquée pour être un peu désincarnée et éloignée de la réalité de l'hôpital et de la clinique. Et justement, il y a toute une partie que certains appellent la psychiatrie numérique aussi, qui consiste à avoir toute la partie gestion de données dans les hôpitaux, mais aussi les wearables, tous les téléphones intelligents, les montres connectées, etc. Ils peuvent aussi donner des données, mais dans la réalité de tous les jours, pas uniquement en laboratoire, dans des conditions extrêmement contrôlées. Mais si on veut voir un peu l'avantage aussi de ce tournant computationnel en psychiatrie, parce qu'on pourrait dire pourquoi vouloir mettre des maths à tout prix là-dedans. Tout le monde n'aime pas les maths en plus. En fait, ce qu'il y a, c'est que les maths, c'est un langage qui est assez pratique pour faire des liens entre les échelles de description, parce qu'il est un peu agnostique aux idéologies et aux terminologies de chaque domaine et de chaque corps de métier. Donc, en fait, la modélisation computationnelle, comme le dit David Ridish et Joshua Gordon, qui est le directeur du NIMH, donc le directeur de la recherche sur la santé mentale aux États-Unis, où ils ont écrit un livre assez fondationnel au Ernst Rundman Forum, Computational Psychiatry, New Perspective on Mental Illness. Donc, ils disent que l'une des forces de la modélisation computationnelle est qu'elle fait naturellement ressortir des connexions entre les niveaux et que ces connexions amènent alors de nouvelles idées en psychiatrie. Donc, l'idée, c'est pas de prendre la modélisation et les mathématiques comme une finalité, mais plus comme un moyen de susciter des connexions qui n'existaient pas forcément avant et de potentiellement nourrir la réflexion psychiatrique. Alors, en plus, il faut savoir que ça se place quand même dans un contexte où, d'un côté, on a eu une évolution assez conséquente dans les méthodes statistiques depuis la corrélation de personnes il y a 2 siècles quasiment,
Donc, même si justement l'enseignement des approches quantitatives en médecine est assez récente, j'en parlerai vendredi dans un autre symposium sur comment enseigner la santé numérique. En fait, il faut attendre la moitié du XXe siècle pour qu'on enseigne les statistiques aux médecins. C'est quand même très récent. Ouais. Les mathématiques, eux, ils ont fait leur vie dans leur côté. Et avec les approches de machine learning et d'intelligence artificielle, on a des méthodes très efficaces, surtout quand on a des grandes quantités de données, notamment avec l'arrivée de très grandes cohortes, comme par exemple UK Biobank en Angleterre, The Precision Medicine Initiative and All of Us aux États-Unis, qui vise 1 million de personnes, et l'apparition aussi d'objets connectés, même de plus en plus proches de ce qu'on fait en recherche, avec notamment l'électroencéphalographie portative. On peut même fabriquer son propre casque G, j'en ai un dans mon sous-sol. C'est maintenant à portée de tout le monde, en fait. Alors du coup, comment on fait pour passer de toutes ces données à quelque chose de pragmatiquement utile en clinique? Cette prise de décision clinique, elle est un peu mystérieuse. Souvent, en fait, les gens vont brandir justement l'intelligence artificielle comme une solution magique qui va faire le lien entre les deux. Moi, j'aime bien plaisanter sur le fait qu'en fait, je ne sais pas si vous connaissez cette œuvre d'art. Récemment, il y a un étudiant coréen, je crois, qui a mangé la banane dans une exposition. Donc, finalement, on a pris des statistiques. Donc, ça, c'était la banane, mais scotché avec du duct tape sur un mur, c'est une œuvre d'art. Donc, ça, on appelle le machine learning. Et en fait, derrière cette boîte noire, il y a plein de modèles possibles. Et ces modèles, ils peuvent être vraiment même très classiques, mais très efficaces. Donc, par exemple, si on a des différentes mesures cérébrales et cognitives, comme ici, donc ça, c'est des données, j'ai dessiné ça pour des fins pédagogiques, on va dire. Donc, vous avez les contrôles en bleu et les patients en rouge. Ça fait une sorte de tire-bouchon. Bon français, j'ai pris l'exemple de tire-bouchon. Si on prend la distance par rapport au centre, à l'axe vert, la particularité, c'est que si on fait une moyenne dans chaque dimension, on ne trouve pas de différence entre les deux bouts. Okay, mais si on prend la distance par rapport à cet axe, comme c'est autour de l'axe enroulé, en fait, il y a une séparation parfaite entre le groupe contrôle et le groupe patient. Donc ça, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est juste de la géométrie et être intelligent avec ces données. Mais en fait, rien que ça marche, quoi. Donc, faut désensationnaliser l'IA, et pour faire de l'approche quantitative, déjà, avoir une bonne connaissance de ces données et pouvoir les visualiser, c'est important pour voir ce genre de choses. Après, bien sûr, même les statistiques classiques, on peut faire des choses un peu plus élaborées. Donc, pour ceux qui aiment bien le théorème de Bayes, on peut intégrer des a priori dans nos statistiques. On peut aussi intégrer des a priori biologiquement informés. Donc là, par exemple, on peut intégrer des réseaux de protéines, d'interaction de protéines pour booster les statistiques génétiques, par exemple. Donc, au lieu d'avoir les variants de manière indépendante et de faire des statistiques univariées pour chaque gène, on peut se dire, ben non, il y a des bases de données de quel gène interagit avec quel gène et intégrer cette information pour rendre des statistiques plus robustes. Donc ça, c'est juste de l'information biologique. On peut intégrer aussi, par exemple, l'information liée à l'évolution. Donc, par exemple, on a accès maintenant, grâce notamment au travail de Svante Pääbo, qui a eu le prix Nobel récemment, au séquençage de Néandertal, Denisovan et des humains archaïques. En comparant avec le génome humain, on peut voir qu'est-ce qui a bougé chez l'humain. Et ça, c'est une heuristique super importante, en fait. Qu'est-ce qui fait que, finalement, on a évolué par rapport aux autres primates. On peut passer de modèles purement informés à des modèles dits génératifs. C'est-à-dire que là, au lieu de renseigner des paramètres dans un modèle statistique, ici, on va carrément insérer comment les données sont censées être générées par le système qu'on observe. Donc là, on rentre plus sur de la modélisation computationnelle, donc biologie computationnelle et neurosciences computationnelles. Mais l'idée ici, c'est qu'on peut même faire du logico-déductif et même des preuves par contrefactuel. Donc, on peut changer le modèle et voir qu'est-ce que ça donnerait si telle connexion, par exemple, était rompue. Donc, ça présente certains avantages pour générer même des hypothèses. Et du coup, le modèle devient aussi une forme de boîte de bac à sable théorique pour
le psychiatre et les neuroscientifiques. Alors, ces modèles génératifs, ils peuvent aussi avoir un intérêt prédictif. Donc là, c'est des projets justement avec le MILA, où on intègre à la fois nos connaissances sur comment les neurones interagissent entre elles, mais aussi du deep learning pour compléter ce qu'on ne connaît pas. Et donc, en combinant ces deux mondes, de l'apprentissage machine, qui est un peu boîte noire, et de la modélisation computationnelle, on peut arriver à des meilleures prédictions. Donc là, on arrive à prédire l'imagerie calcique chez le zebrafish, mais on fait ça pour l'IRM fonctionnel, et maintenant on dérive ça sur l'EEG. Et l'idée, c'est que du coup, on peut arriver à des modèles qui sont enrichis, qui maîtrisent comment les données évoluent dans le temps. Alors ça peut avoir un avantage pour faire de la stimulation en boucle fermée, par exemple, parce qu'on a à l'avance une très bonne prédiction de ce qui va se passer dans la seconde qui suit au niveau de l'imagerie cérébrale. Alors, on peut faire même du modèle génératif individuel, ça c'est plus ma spécialité, je n'en parlerai pas trop aujourd'hui, mais ça vient de mes travaux sur l'enregistrement multicerveau en hyperscaling. Donc, on peut intégrer ces approches de modélisation mathématique au-delà du cerveau et du crâne unique. Donc, on peut avoir deux personnes en interaction. Et on peut faire aussi ça à travers les échelles, donc combiner des modèles à l'échelle du circuit avec l'échelle interpersonnelle. Et enfin, le dernier type de modèle, je vous promets, c'est le dernier, c'est le modèle interactif, où là, le modèle n'est pas que à générer des données, en plus, il est en temps réel couplé avec un être humain. Et donc là, ça présente des avantages parce qu'on peut tester le modèle, mais on peut tester aussi l'humain. Et typiquement, un exemple qui récemment a été plutôt apprécié, c'est le fait de faire de la psychométrie interactive, où on peut avoir un humain qui interagit en temps réel avec un modèle d'un humain. Et donc ça, on l'a fait en laboratoire, mais on peut le mettre aussi sous forme de jeu vidéo. Donc on a entendu parler déjà tout à l'heure comment le jeu vidéo pouvait représenter un intérêt conséquent, notamment en passage à l'échelle. Donc là, par exemple, c'est une vision du jeu vidéo en perspective subjective. Donc c'est de la réalité mixte, c'est des hologrammes que la personne voit dans la pièce. Et donc on a de la décoration pour essayer d'intégrer déjà un peu le jeu dans l'environnement. On gère des profils du patient. Et dans la version qui était ici, on avait juste des ballons à éclater. Donc là, vous voyez, on peut même visualiser du point de vue du clinicien le battement cardiaque du joueur pendant qu'il est en train de jouer. Donc on peut avoir une sorte de signe qu'il va y avoir quelque chose, un stress ou un tantrum qui arrive, par exemple, pour les patients autistes. Et pendant que l'enfant est en train de jouer à éclater ses ballons dans la pièce, on collecte en fait les temps de réaction, son mouvement dans la pièce, etc. Et tout ça, on collecte toutes ces data, toutes ces données implicitement. Donc l'enfant, il n'est même pas conscient d'avoir un test neuropsy en cours, on va dire. Et en utilisant des méthodes d'apprentissage machine, on peut reconstruire une sorte de profil latent de quels sont un peu comme dans les décompositions en composantes principales, si ça vous parle, mais de manière un peu plus non linéaire et justement dans l'historique que je vous ai donné plus vers récemment, quoi. Et on peut du coup utiliser ces variables latentes pour classifier les patients. Et justement, en fait, un des défis, je pense, de la médecine de précision et de cette psychiatrie computationnelle, c'est d'aller un peu au-delà du patient versus contrôle, parce que justement, dans les méthodes statistiques qui sont utilisées, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a une grosse part de la littérature biomédicale, pas qu'en psychiatrie, où c'est juste us versus them. C'est un peu le patient versus contrôle avec une vision un peu marginalisante en plus du groupe de patients. Alors qu'en fait, la réalité est plus comme ça. Alors déjà, je pense que là, c'est un peu trop complexe d'aller dans cette situation-là. Mais le panel B et le panel C, en fait, il y a des méthodes pour aborder ça. Typiquement, pour le panel C, on peut faire des modèles normatifs, c'est-à-dire décrire les trajectoires de manière plus continue. Et pour le panel B, on peut utiliser ce qu'on appelle la stratification de patients, qui est en machine learning, en apprentissage machine, on appelle ça du clustering, où on va essayer de trouver des sous-groupes homogènes de patients et pouvoir après associer ces sous-groupes à soit des prises en charge ou des réponses plus adaptées. Voilà.
Alors ça, j'en ai parlé brièvement du coup de comment combiner machine learning et modélisation computationnelle. L'idée, c'est d'aller au-delà justement aussi de cette dichotomie. On se base que sur les données, on se base que sur les hypothèses. Souvent, il y a un peu cette lutte ancestrale entre vous n'avez pas d'hypothèse, vous faites que du data-driven, ou à l'inverse, vos hypothèses, en fait, c'est complètement faux et ça ruine la recherche. Donc, en fait, on peut combiner les deux, en mal comme en bien. Hein, donc, je ne dis pas qu'il faut faire à tout prix ça. Et enfin, il y a un gros défi qui est celui de l'apprentissage. Donc ça, j'en parlerai plus vendredi dans comment enseigner dans la santé numérique, où là, justement, ça présente des défis pour former les cliniciens de demain. Ça demande une formation technique, mais ça demande aussi des formations en bioéthique et en épistémologie même. De quoi on parle quand on parle d'agents artificiels, de quoi on parle quand on a une prédiction par rapport à une inférence, etc. Et en fait, dans cet article-là, j'ai pas mis la référence, on a argumenté qu'il faut aller plus profond que juste un apprentissage technique au niveau des étudiants. Et donc là, c'est ce qu'on essaye de concrètement faire avec Michael Chassé, avec qui on a créé le premier cours en français de médecine computationnelle à l'Université de Montréal, qui est un cours de 15 semaines, qui essaye de couvrir justement les aspects théoriques, bioéthiques, épistémologiques et pratiques de l'approche computationnelle en médecine. Alors, pour les défis restants, il y a, je ne sais pas si vous connaissez les cartes médiévales où il y avait, quand dans la carte, il y avait un truc qu'on ne savait pas trop ce qu'il y avait. Il y avait marqué en latin, ici sont les dragons, ex sunt dracones. Et en fait, les dragons, ils sont un peu là, quoi. C'est-à-dire que si on a une carte un peu de là où sont publiés les articles en psychiatrie computationnelle, il y a un gros manque dans les aspects sociaux et génétiques. La plupart des études en psychiatrie computationnelle se sont concentrées sur le comportement en situation de prise de décision. Il y a eu beaucoup d'engouement pour la neuroéconomie et typiquement l'apprentissage par renforcement. On a un peu cherché nos clés là où il y avait de la lumière, en fait. C'est-à-dire que les modèles mathématiques les plus adaptés pour la prise de décision étaient des gens connus, etc. Donc, en fait, on a appliqué ça en médecine et en psychiatrie parce qu'il y a les modèles qui étaient là. Mais il faut développer maintenant, aller explorer un peu à la fois du multi-échelle en intégrant les molécules et les gènes et en plus intégrer les dimensions sociales. Et pour finir, donc cette matière noire des neurosciences, c'est ce que je disais sur la partie intégrer la dimension sociale. Alors là, pour ça, j'ai à la fois utilisé par exemple des enregistrements multicerveau ou des modélisations multicerveau, comme je vous ai montré. Et l'idée à la fin, c'est un peu le titre de mon labo, c'est de combiner ces neurosciences sociales et intégratives avec des approches computationnelles issues de la biologie pour arriver à cette psychiatrie de précision. Et le gros manque jusqu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire que même dans le Research Domain Criteria de Joshua Gordon que je citais au tout début de ma présentation, en fait, ça s'arrête au comportement. C'est-à-dire que la partie sociale et des symptômes, c'est quelque chose qui est prédonné. C'est comme si c'était statiquement là. Et en fait, on sait en psychiatrie, donc je suis aussi affilié au groupe de psychiatrie transculturelle à McGill avec Lawrence Kiermaier, qu'il y a des effets de looping avec la culture, avec la dimension sociale, etc., qui vont extrêmement jouer dans les phénomènes psychiatriques et de santé mentale. Et ça a été un peu le point noir de la psychiatrie computationnelle jusqu'ici. Et on peut le faire, je vous ai montré des cas en dyadique, on peut même aller même à très large échelle et donc voir la psychiatrie computationnelle à l'échelle des interactions sociales de communautés. Donc ça, c'est une illustration. On a appliqué les méthodes computationnelles de l'intelligence artificielle sur les communautés autistes sur Twitter et aux abstracts sur PubMed des chercheurs. Et on a montré qu'il y avait un rendez-vous manqué en fait entre les intérêts de la communauté et des familles de patients autistes et les sources de financement et les objectifs de recherche qui sont publiés sur PubMed. Ça, c'est un premier truc où on peut utiliser de l'intelligence artificielle et des statistiques au-delà de l'individu. Il y a un autre exemple plus récent, c'est avec, on a pris la population totale des enfants d'Angleterre grâce au ministère de l'Éducation et on a montré qu'en fait,
déterminants sociaux de la santé mentale ont des tailles d'effet extrêmement conséquentes comparées aux tailles d'effet dont on parlait, des politiques risk-score, etc. Donc, pragmatiquement, pour les décideurs politiques, s'il va avoir un impact sur la vie des patients, notamment des patients autistes, investir dans le NHS au lieu de retirer de l'argent comme ça a été fait récemment apparemment, serait peut-être une meilleure idée. Voilà, j'ai fini, donc c'était juste un résumé. Il y a d'autres défis, bien sûr, tant sur le plan juridique que des infrastructures, que de la transférabilité clinique. Et merci pour votre attention.